Merci de nous refaire confiance et bienvenue à ce numéro. Invité Fikiri Alimas Dieudonné, sénateur, également leader d'une formation politique. Vous allez le savoir tout à l'heure, les questions d'actualité. Monsieur le sénateur, sur ce plateau circonstanciel, bienvenue. Merci beaucoup. D'abord, l'actualité. Oui, nous commençons par le Sénat. Vous avez été dans la course, justement pour la questure, votre probité morale, vos compétences dans la gestion monétaire et financière n'ont pas été prises en compte. Et voilà, le jeu a été joué. Est-ce que vous êtes tenté d'aller au-delà, c'est-à-dire quitter l'union sacrée de la nation? Il y en a qui disent que vous êtes frustré. Vous pouvez nous rassurer, est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Pourquoi être frustré? Parce que je crois que pour ceux qui ont suivi de près cette question électorale au niveau du Sénat, ils doivent savoir que l'union sacrée au niveau du Sénat a comme embryon le cache. Ça veut dire le groupe politique. Cache au sein du Sénat qui regroupe un certain nombre de sénateurs indépendants et leaders des partis politiques. Et c'est eux qui ont été à la base même de la réflexion ayant débouché sur la mise sur pied de l'union sacrée avec toutes les idées qui entourent l'union sacrée. Alors pour revenir à cette histoire d'élection au niveau du Sénat, je peux dire simplement que bon, la plénière a parlé, vous avez vu, C'était une élection démocratique. Voilà, je peux dire que bon, c'était une élection démocratique, cette fois qui a échappé au mot d'ordre, parce que très souvent, par le passé, c'était un ticket qui était déjà établi, mais cette fois, ce n'était pas le cas. Mais nous devons quand même retenir une chose, c'est que bon, beaucoup de choses ont été dites autour de l'organisation même interne de l'élection au niveau du Sénat. L'essentiel pour nous, c'est qu'il y a un bureau qui est là. C'est un bureau qui renferme, de mon point de vue, les principes de bonne gouvernance poursuivis par l'Union sacrée. Nous voulons voir ce bureau à l'œuvre et gérer le Sénat conformément aux principes tels qu'ils ont été évoqués par le chef de l'État lors de ces consultations qui ont débouché sur la création de l'Union sacrée de la nation. Quitter l'Union sacrée parce qu'on n'a pas été élu démocratiquement, je l'ai dit, il n'en est pas question. Je suis et je demeure membre de l'Union sacrée. Entre-temps, vous avez accepté justement les résultats des urnes au Sénat, au sein du bureau, principalement au niveau de la questure. Vous restez à l'Union sacrée, vous l'avez précisé, contrairement à ce qui se racontait. Vous restez serein, homme d'État, mais il y a un commando des destructions diligenté dans les réseaux sociaux et sur YouTube contre votre personne, des gens qui racontent des histoires. Qu'est-ce qu'ils redoutent, qu'est-ce qu'ils craignent, alors que vous restez un sénateur simple, pas même président d'une commission parlementaire? Écoutez, si j'ai une réponse à donner, c'est de dire tout simplement que bon, on ne jette de pierre quand un arbre qui porte des fruits mûrs. C'est qu'en réalité, les gens redoutent quelque chose. Et je voudrais un peu être éclairé un peu sur le commando dont vous parlez. Qu'est-ce que le commando a dit? Bon, chez nos amis de YouTube, on dit que vous avez été dans la gestion de Boukangalonzo. On raconte des histoires sur votre dos. Alors, éclairez-nous, s'il vous plaît. Gestion de Boukangalonzo. Mais je suis étonné là. Est-ce que tout le monde n'a pas suivi lors de la déclaration de politique
quand on a postulé à la question du Sénat. Je crois que j'ai bien présenté mon curriculum vitae, mon cursus aussi bien académique que professionnel avait été étalé au grand jour. Est-ce que vous avez entendu quelque part que moi j'avais été une fois de passage dans la structure Bukangalonzo ou quoi? Non, mais écoutez, moi je suis, depuis que j'ai fini mes études universitaires et post-universitaires, je n'ai été que banquier central et détaché de temps en temps au niveau des cabinets ministériels à la demande de ministres et avec l'autorisation de la Banque centrale qui a toujours été mon employeur. Donc je ne sais pas d'où ça viendrait l'idée de dire que moi j'ai été à un moment de passage à Bukangalonzo. Je ne connais pas cette histoire. Nous abordons notre sujet d'actualité. La population observe une stabilité du taux de change et puis même la dernière réunion à la primature avec le gouvernement sortant, le ministre du budget a fait le compte rendu en rapport avec la stabilité du taux de change. Pouvons-nous parler également d'une stabilité du cadre macroéconomique qui se traduit par une bonne gouvernance? Ben, écoutez, je pense qu'il faut faire une distinction entre la stabilité monétaire, attestée à travers une stabilité de taux de change, et la stabilité du cadre macroéconomique. La stabilité, le taux de change lui-même, c'est un élément du cadre macroéconomique. Parce que dans le cadre macroéconomique, vous avez le PIB arrêté à une date donnée et projeté à une date X plus 1. C'est comme au début de l'année 2020, nous avions un PIB qui était arrêté à 58 milliards de dollars et non, arrêté à moins de 58 milliards de dollars, mais nous l'avions projeté à 58 milliards de dollars à la fin de l'année 2020. Mais à cause de certains éléments perturbateurs, chemin faisant au courant de l'année, dont notamment la pandémie qui nous caractérise, évidemment, aussi quelques ratés dans la gestion macroéconomique du pays, ce PIB, au lieu de croître, donc passer de moins de 58 milliards à 58 milliards projetés, il est tombé plutôt à 50 milliards à la fin de l'année. Cela a eu pour conséquence justement la baisse des recettes attendues. Vous devez vous rappeler qu'au départ, on pensait qu'on pouvait mobiliser des recettes autour de 10 milliards, mais chemin faisant, on a constaté que ce n'est pas possible au regard de cette baisse du PIB. Les recettes à tirer ne se sont situées qu'autour de près de 4 milliards en recettes internes. Donc le taux de change, lui, il est un paramètre du cadre macroéconomique à l'instar du PIB, attesté par les taux de croissance ou taux de décroissance. Pour le cas particulièrement du taux de change, je peux vous dire que dans le cadre macroéconomique, on avait retenu un taux de change fin de l'année qui devait tourner autour de 1680 et quelques francs congolais le dollar, parlant de l'année 2020. Mais aujourd'hui, nous sommes fin 2020, nous sommes situés avec un taux de change qui tournait autour de 2020. Et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Mais seulement comme nous sommes une économie extravertie, nous dépendons plus des importations. Tout ce que nous consommons vient de l'extérieur. Or, avec le franc congolais, on ne peut pas acheter les biens, et même les services à l'extérieur. Il faut trouver de la devise étrangère, et particulièrement les dollars pour les cas qui nous concernent. Voilà pourquoi les gens ne font pas attention à la déstabilisation déjà intervenue
déstabilisation du taux de change déjà intervenue dans le cadre macroéconomique, le gouvernement ne devrait que faire très attention à ce paramètre particulier, un élément du cadre macroéconomique, en dirigeant toutes les politiques visant la stabilité du taux de change. Voilà pourquoi aujourd'hui on a instauré le système de la gestion sur base caisse, question d'éviter que le dérapage des finances publiques financé par la planche à billets continue à influer sur la dépréciation de la monnaie. Parler justement de la misère du peuple, en tant qu'expert en la matière, Dieudonné Fikiri, que pouvez-vous recommander justement au futur gouvernement, le gouvernement en gestation, pour faire mieux que ça afin de répondre aux préoccupations du peuple, c'est-à-dire soulager sa misère? Ben écoutez, bon, aujourd'hui, je peux dire que, bon, expert, je ne le suis plus. Je suis un homme politique maintenant. Un homme politique, mais qui a une expertise en matière monétaire et gestion financière. Exact, oui. Et comme je le dis toujours, le passé nous colle à la peau. Et il reste déterminant du futur. C'est vrai, c'est la raison pour laquelle je ne peux que répondre au regard de mon expertise sur cette question. Je viens de le dire, le gouvernement actuel doit prioriser l'accroissement des ressources publiques en préservant la stabilité du cadre macroéconomique. Parce que, je venais de vous dire là tout à l'heure, que là où vous vous attendez à une croissance positive de votre PIB, si c'est la croissance négative qui intervient, c'est que vos recettes également subissent un coût. Et si vous ne pouvez pas vous ajuster au niveau de vos dépenses en réduisant les trains de vie national, je vois que les gens s'arrêtent tout simplement train de vue des institutions. Mais non, les fonctionnaires également, c'est pour ça que je parle de train de vie national, les fonctionnaires eux aussi subissent les contre-coups de cela. C'est pour cela que le gouvernement actuel doit veiller, primo, à stabiliser les cadres macroéconomiques, secondo, à travailler mordicus pour accroître la mobilisation des ressources publiques, de manière à garantir les 2 P à la population, c'est-à-dire le pain et la paix. Vous pensez que ce sont là les 2 priorités des priorités? Pour moi, les priorités des priorités de ce gouvernement. Si ce sont les 2 qui sont les priorités des priorités, mais il y a des embouteillages monstres à Kinshasa, on parle des détournements 1 million de dollars dans chaque secteur, il y a la guerre. Bon, vous avez parlé de la sécurité, vous avez raison, les élections, il faut commencer à épargner, c'est-à-dire mettre des moyens de côté, moyens financiers pour organiser les élections. Les catholiques, la société civile, d'autres formations politiques, l'opposition font pression sur le pouvoir. Votre pouvoir, vous l'Union sacrée, eh bien, la précarité des conditions sociales, vous avez parlé du pain, là vous avez ramassé. Alors, les autres éléments, la élection, ça ne fait pas partie des priorités? Ben écoutez, quand je dis pain et paix, les élections se trouvent intégrées dans la paix. Vous comprenez? Donc, si je dis le 2 P, pain et paix, le souci des élections compris dans la paix. Parce que vous-même, vous savez, quand les élections sont mal organisées, chaque fois, il y a des troubles au terme des élections. Et moi, je suis d'avis que penser à l'organisation des élections, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est D'ailleurs, je peux dire que c'est un droit ou un devoir légitime pour chacun de Congolais de commencer à veiller à ce que le cycle électoral soit respecté à tout point de vue. Vous comprenez? Mais ici, vous me parlez de
le recensement et les élections. Personnellement, je ne vois pas l'ambiguïté qu'il y aurait entre parler de l'organisation des recensements et l'organisation des élections. Je ne vois pas en quoi ça constitue, ça peut se bloquer quelque part. Donc on peut organiser le recensement et organiser les élections sans attendre justement la fin du recensement. Mais c'est ce que j'ai dit. Le recensement, ça devrait être un exercice d'ailleurs, continu de tout le temps. Question de mettre en place une planification tout simplement. Actualiser par exemple les bureaux au niveau des états civils, de nos communes et autres, pour savoir les naissances, les gens qui accèdent à l'âge d'être électeurs, ainsi de suite. Donc logiquement, ça ne devait pas poser de problème. C'est vrai que le recensement chez nous a été fait, le recensement scientifique, je veux dire, avec tous les critères qui entourent le recensement scientifique. Ça a été fait il y a quelque temps. Mais si aujourd'hui nous pensons que nous pouvons le faire, et en suivant ce que l'organe de recensement, l'ONIP, qui nous a laissé entendre qu'avec un montant de 350 millions de dollars, eux, à leur niveau, peuvent organiser les élections en une année ou en 2 années. Le cycle électoral, lui, si on doit les respecter, tenant compte des élections organisées en 2018. Donc, logiquement, en 2023, on aura organisé les élections, les recensements, et en même temps, organiser les élections, d'autant plus que maintenant, là, vous avez vu qu'au niveau du Parlement, que vraiment, en tout cas, la machine est mise en route. Pour le président de l'Assemblée nationale a convié les religieux, la société civile, à déjà désigner leurs représentants dans l'organe que nous appelons la CENI. Vous comprenez? Donc, pour moi, je ne vois pas de problème qu'il y aurait entre le fait, pour certains, de se poser des questions que, bon, écoutez, on a l'impression que rien n'est mis de côté pour organiser les élections. Et de l'autre côté, il y a d'autres qui réclament que les recensements soient organisés. Moi, je ne vois pas de problème. Est-ce que vous serez en mesure de donner Fikiri Alimassi à travers votre contrôle parlementaire, quand on connaît la vision de votre parti, même si vous êtes membre du CACH, et surtout vous êtes dans l'Union Sacrée, est-ce que vous serez en mesure de faire tomber des têtes dans ce gouvernement qui s'annonce? Être dans l'Union Sacrée n'est pas synonyme de couvrir le méfait. Sinon, alors, ça ne sert à rien qu'on soit dans l'Union Sacrée. Rien qu'à suivre ce que le président de la République a eu à dire quand il a échangé avec nous. Je parle particulièrement de nous, la dynamique sénateur, qui avait eu la chance de discuter avec lui déjà avant les consultations. Et au moment des consultations, il a répété ce qu'il nous avait dit quand il nous avait réussi. Nous étions les premiers à avoir des échanges avec lui sur cette question. Je me dis qu'il ne peut pas être là à couvrir des méfaits qui se commettraient dans ce gouvernement-là parce qu'un parlementaire, parce que membre de l'Union Sacrée, a interpellé un des ministres ou le Premier ministre. Parce que l'Union Sacrée a des principes pour lesquels elle a été créée. Votre question orale, ce sera sur la gestion dans quel secteur? Écoutez, moi, tout simplement, je m'interroge sur les décalages que je constate aujourd'hui. Nous tous, nous avons suivi que notre pays avait accédé à l'initiative PPTE. Nous avions un endettement qui tournait autour de 13 milliards de dollars. Presque 14 d'ailleurs. Au terme de l'accès à l'initiative PPTE, cette dette est tombée à moins de 3 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, la dette est remontée de nouveau. Nous sommes à 8 milliards. D'où vient ça? Voilà la question justement que je me pose. Parce que quand j'ai analysé la situation de notre endettement par le passé,
En 1987, nous avions un stock de dettes extérieures qui tournait autour de 8 milliards et demi de dollars américains. Mais on a eu des grands ouvrages. Justement, voilà, vous avez anticipé sur mes interrogations. Avec les 8 milliards, à cette époque-là, nous avions des grands ouvrages, comme vous dites. Les barrages Inga, c'est dans les 8 milliards. La ligne haute tension Inga-Chaba, c'est dans les 8 milliards. Le CCIZ est devenu aujourd'hui Hôtel du Fleuve. La cité de la voie des Zaïre, on l'appelait aujourd'hui RTNC. Voilà, l'éléphant blanc. Enfin, éléphant blanc, mais c'était quand même un ouvrage. Parce qu'aujourd'hui, il continue à servir le pays. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, les 8 milliards maintenant que nous avons aujourd'hui. Compris le palais du peuple, le stade de Martyrs. Le palais du peuple, le stade de Martyrs, beaucoup de choses avec les 8 milliards. C'est vrai, on peut dire que bon, les 8 milliards d'aujourd'hui ne représentent pas, en termes de valeur monétaire, les 8 milliards d'il y a quelque temps. Même si j'y applique la dépréciation, je tournerai autour de 7 milliards. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà pourquoi, au terme de cette question orale, j'aurais bien voulu suggérer au Premier ministre, parce que ma question lui sera adressée. Lui sera adressée. Je crois que parmi les premières questions orales qu'il recevra, ça viendra de moi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas que lui est responsable de la situation, mais au nom de la continuité de l'action gouvernementale, il devra venir nous éclairer. Lui-même, ça l'aidera à l'éclairer, à éclairer ses lanternes par rapport à cet endettement qui est tenté de venir. Au nom de la continuité de l'État? Ah, évidemment. Parce que ce n'est pas lui qui porte c'est ce que je dis. Le fardeau. Hein? Raison pour laquelle je dis la question lui sera adressée, question de qu'il soit éclairé. Que voilà, maintenant, moi, je suis en train de continuer, mais je ne dois pas continuer dans ce sens. Vous comprenez? C'est ça l'objet de la question que je vais poser, et en lui donnant également mes propres réflexions comme approche de solution. Surtout que ce n'est pas nuisible, vous n'avez pas des motivations inquiétantes ou nuisibles donc contre le gouvernement. Ah non, pas du tout. C'est une question d'éclairer et les dirigeants et le peuple, et parce que les dettes sont aussi prises au nom du peuple. Exact. Ou contractées au nom du peuple. On boucle cette interview. Monsieur le sénateur, déjà on sent que ceux qui pressentent qu'ils ne seront pas servis dans cette union sacrée, du moins au niveau du gouvernement central, il y en a, pas comme vous, qui commencent à changer de langage, qui disent qu'ils quitteront le navire, d'autres disent font une sorte de chantage, mais ça ce n'est que le début. Mais lorsque la justice et les instances de contrôle se mettront au travail effectivement, est-ce que vous voyez l'union sacrée continuer avec tous ceux qui sont venus vous rejoindre? Pas, je ne parle pas de ceux qui ont cru au président Tshisekedi avant comme vous, mais tous ceux qui sont venus vous rejoindre après, de manière opportuniste ou de manière patriotique. Est-ce que vous voyez l'union continuer? Je crois à leur sincérité. Je crois à leur sincérité parce que quand ils sont venus, je n'ai aucun élément pour remettre en cause leur maintien au sein de l'union sacrée de la nation. Parce que quand ils sont venus, ils ont dit que nous adhérons à la vision du chef de l'État qui privilégie la bonne gouvernance. Sans agenda. Au départ, ils ont dit qu'ils venaient parce qu'ils croyaient à ce que le président a communiqué lors des consultations. Maintenant, aujourd'hui, ils posent des conditions pour dire, bon écoutez, nous devons être là uniquement si on a des postes. D'accord? Jusque-là, j'ai dit, poste pour agir autrement.
Ça veut dire agir dans le sens de ce qui est retenu comme principe de l'union sacrée de la nation. C'est là où on le verra à l'œuvre. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui n'auront pas de l'espace dans ce gouvernement, nous voulons les voir attendre, demeurer et regarder ceux qui seront élus commencer à appliquer les principes de gestion. À ce moment-là, on croira qu'effectivement, ils sont venus nous rejoindre en s'inscrivant dans cette logique qui renferme les principes de bonne gouvernance de l'union sacrée de la nation. Au stade actuel, on ne peut pas déjà prédire pour dire que non, l'union sacrée va éclater parce que bon, les gens font des déclarations, ils vont quitter. Je ne peux pas prédire cela, comme je ne peux pas non plus adhérer à cette approche avant de voir les gens à l'œuvre, parce que je me dis, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Nous avons complètement terminé, du moins pour aujourd'hui, en attendant l'évolution de l'actualité. Nous vous remercions d'avoir accepté de vous prêter à nos questions et en fournissant quelques réponses. Merci de l'avoir fait. Je vous rappelle que je recevais le sénateur Dieudonné Fikiri Limassi. Il est à la tête du parti FNSD, donc le Front des nationalistes pour la solidarité et le développement. Voilà, donc merci, à très bientôt pour un autre numéro avec le sénateur ou avec vous sur votre chaîne. Au revoir.